Nous sommes à Saint-Jean-de-Fosse, village médiéval de l'Hérault en Occitanie, et commençons notre visite par le Pont du Diable, monument incontournable de cette région. Ce monument, situé à une quarantaine de kilomètres de Montpellier, enjambe le fleuve Hérault, les communes d'Aniane et de Saint-Jean-de-Fosse. Il est constitué d'arches qui enjambent l'Hérault sur 65 mètres de long et 18 mètres de haut. Il trône majestueux sur l'Hérault depuis plus d'un millénaire et c'est sans doute l'un des plus vieux ponts romans de France. Il verrouille l'entrée des magnifiques gorges de l'Hérault qui passent par Saint-Jean-de-Guilhem. Situé à quelques centaines de mètres du Pont du Diable, Saint-Jean-de-Fosse est un village touristique établi en une circulade millénaire développée en rond autour de son église romane. Saint-Jean-de-Fosse est un village de potiers qui perpétue sa tradition depuis plus de 600 ans. À l'époque, il y avait aux alentours du village de nombreux bancs d'argile et des terriers qui désignaient les carrières d'argile. Une importante végétation sur les collines environnantes servait de combustible pour alimenter les fours. Jusqu'à 75 potiers ont été recensés dans Saint-Jean-de-Fosse. Nous commençons notre visite en passant par l'arche de pierre de la tour de l'horloge qui constituait un des renforts essentiels de défense de la cité. L'église Saint-Jean-Baptiste, avec son toit vert en poterie vernissée spécifique, se distingue au centre du village. Les maisons se sont construites autour de ce bâtiment et des remparts circulaires ont protégé la cité contre l'invasion des Sarrasins. Aujourd'hui, une douzaine de potiers au village nous permettent de découvrir leurs ateliers où ils exercent leur savoir-faire, empreint de modernité et de diversité, à travers des gammes d'objets céramiques, utilitaires et décoratives, sculptures ou bijoux. Rentrons à présent à Argiléum, la maison de la poterie. Ici, nous allons découvrir la vie des potiers, leur savoir-faire et l'histoire de la céramique.
Un authentique atelier du potier du 19e siècle a été restauré et à travers un parcours ludique, nous percerons les mystères de la céramique. Ici, les objets d'antan retrouvent leur place et leur fonction. Nous comprenons le travail des potiers, observons les outils utilisés et apprécions notamment le four monumental qui pouvait contenir jusqu'à 10 000 pièces. Une fournée était souvent composée d'objets utilitaires du quotidien tels vaisselle, pots, objets pour la toilette, mais également des pièces liées à la construction comme les tommettes, les tuiles et les gouttières. Nous quittons ce beau village médiéval de potiers et poursuivons notre route pour nous rendre chez un viticulteur au mas Guilhem. La métamorphose du Languedoc, jadis terre de vin de masse, est désormais faite avérée. Lassé d'une production centrée sur des vins riches en alcool et sans grand intérêt gustatif, plusieurs vignerons passionnés et surtout convaincus du potentiel de leur terroir ont démontré que l'on pouvait produire de grands vins en Languedoc. Cette jeune génération a su produire des vins, notamment des rouges, qui correspondent à la personnalité de la région. Un caractère généreux, sans déséquilibre ni lourdeur, et une palette aromatique méditerranéenne. Donc tous les blancs sont émincés. C'est dans cet esprit que nous visitons cette cave pour une dégustation. Bienvenue à la Manufacture Royale de Villeneuvette, tout petit village entouré de vignes et de forêts, situé à 3 km de Clermont-Lérault et proche du lac du Salagou. De ces vieilles pierres chargées d'histoire se dégage une atmosphère magique et apaisante, loin de la fourmillante activité qu'a dû en son temps connaître cette ancienne manufacture royale. Créée par Louis XIV, cette manufacture a employé jusqu'à 800 personnes. Pendant près de 2 siècles, elle est considérée comme l'une des plus florissantes manufactures textiles de la région. C'est toute une cité qui s'est créée avec toutes les commodités autour du lieu de travail. Logement pour les ouvriers et leurs familles, commerce, médecins, tout était réuni pour une vie harmonieuse autour de l'outil de production. En plus de la production de draps, la manufacture a fonctionné à plein régime durant la Première Guerre mondiale, s'étant spécialisée dans l'habillement des militaires dès 1803. L'activité de la manufacture perdurera jusqu'au milieu des années 50, où la concurrence et le vieillissement de son matériel signeront son arrêt définitif. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un environnement de verdure et de calme, où le temps semble s'être arrêté.